Centrafrique, le gouvernement a annoncé en début de week-end qu'il ambitionnait de désarmer d'ici 5 mois plus de 9000 combattants de groupes armés qui contrôlent 80% de ce pays. C'est la première fête d'Al-Adha en 30 ans au Soudan sans le président Omar el-Béchir. L'ambiance était bonne à Khartoum, même si le marasme économique bat son plein. Au moins 100 morts et des centaines de milliers de personnes évacuées d'urgence. Le bilan des inondations provoquées par les pluies de mousson en Inde est lourd. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Nous sommes au lendemain de la fête du Tabaski. Dans certains pays, ailleurs, ça se poursuit, mais au Soudan, ça a été déjà célébré. C'est la première fête d'Al-Adha en 30 ans au Soudan, dans le président Omar el-Béchir. L'ambiance était bonne dans la capitale Khartoum, même si le marasme économique bat son plein. Dans les marchés de Khartoum au Soudan, le prix d'un mouton qui doit être sacrifié lors de l'Aïd al-Adha, selon la tradition, a doublé depuis l'année dernière. Néanmoins, dans le quartier Bori, considéré comme l'un des berceaux de la contestation, un marché de l'Aïd, réputé pour ses bas prix, connaît une affluence record. Pour certains, plusieurs personnes sont heureuses à cause de la révolution et de la paix qui a été conclue. C'est pour cela qu'elles ont voulu une réelle célébration de l'Aïd. Le mouvement de contestation inédit déclenché en décembre a certes créé une occasion historique pour un pouvoir civil au Soudan après la destitution le 11 avril par l'armée du général Béchir sous la pression de la rue. Mais durant ces mois, les prix ont fortement grimpé, gâchant un peu la grande fête musulmane. L'économie du Soudan est déjà exsangue depuis la sécession du Sud en 2011 et les derniers 8 mois ont aggravé la situation. Sur le marché, au bestiaux à ciel ouvert de Bori, les échanges entre vendeurs de moutons et acheteurs examinant les bêtes avec attention étaient parfois tendus. Certains clients accusent les commerçants de profiter de la situation politique pour augmenter leurs prix. Mais ces derniers rétorquent ne pas avoir le choix, reprochant au gouvernement de leur imposer, selon eux, des taxes d'un niveau jamais vu auparavant. En République centrafricaine, le gouvernement a annoncé en début de week-end qu'il ambitionnait de désarmer d'ici 5 mois plus de 9000 combattants des groupes armés qui contrôlent 80% de ce pays. Un pays qui, faut-il le rappeler, est ravagé par un conflit meurtrier depuis 2013. Le gouvernement centrafricain se fixe un délai pour procéder au désarmement des combattants des groupes armés. Les autorités du pays ne cachent plus leur ambition d'atteindre cet objectif au plus tard le 11 janvier 2020. Ces milices seraient constituées de plus de 9000 combattants équipés d'armes de guerre selon la liste qu'ils ont eux-mêmes dressée et remise aux autorités dans le cadre de l'accord de Khartoum conclu sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Membres des groupes armés qui contrôlent 80% du pays ravagé par un conflit meurtrier depuis 2013, ces milices qui se disputent le contrôle des ressources sont pour la plupart représentées au gouvernement depuis que 14 de leurs chefs ont signé le 6 février un accord de paix dans la capitale soudanaise Khartoum. Les violences ont reculé depuis, mais des combats sporadiques et des meurtres de dizaines de civils ont été enregistrés ces derniers mois. Depuis la signature de l'accord de Khartoum, 583 combattants seulement ont été désarmés et démobilisés selon les chiffres du gouvernement. C'est à l'organe étatique en charge du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion et du rapatriement que revient la mission de superviser le désarmement des milices des 14 groupes rebelles signataires de l'accord de paix. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a accusé le service d'enquête anticorruption d'atteinte à la vie privée. Une accusation qui intervient après une fuite d'informations confidentielles en lien avec une campagne interne de son parti, l'ANC, en 2017. Voici les détails. La médiatrice de la République sud-africaine, Busisiwe Mqobane, et le président Cyril Ramaphosa bataillent depuis plusieurs semaines à propos d'un rapport accablant qui accuse le chef de l'État de mensonges lors de la campagne pour la présidence de son parti, le Congrès national africain ANC.
Samedi, le président sud-africain a accusé le service d'enquête anticorruption d'atteinte à la vie privée après une fuite d'informations confidentielles en lien avec une campagne interne de son parti en 2017. Dans un communiqué rendu public, la présidence sud-africaine indique que des informations dont a priori seule la médiatrice a assez, comme des relevés bancaires appartenant à des tiers, qui contiennent des transactions privées et qui sont strictement confidentielles, ont fuité dans les médias. La juriste indépendante chargée de contrôler notamment les agissements de l'exécutif estime que l'enquête qu'elle a menée prouve que le président, qui a promis à maintes reprises d'éradiquer la corruption dans son pays, a trompé le Parlement de façon délibérée quand il a répondu à une question de l'opposition sur une donation à sa campagne d'environ 32 000 € faite par un groupe industriel. Le communiqué publié par la présidence insinue par ailleurs des motivations politiques derrière cette fuite, tout en réaffirmant le respect de l'éthique et du droit de la part du président Ramaphosa dans ce dossier. L'explosion d'un camion-citerne samedi en Tanzanie a fait au moins 69 morts. Les victimes sont essentiellement des badauds venus siphonner le carburant qui s'écoulait du poids lourd accidenté. Le gouvernement tanzanien a décrété un deuil national de 3 jours. Le bilan n'a cessé de monter depuis l'explosion samedi en Tanzanie d'un camion-citerne. Au moins 69 morts et plus de 70 blessés selon les nouveaux chiffres communiqués par le gouvernement dimanche. Le poids lourd s'est renversé sur la chaussée en tentant, selon des témoins, d'éviter une moto. Dans la foulée, des conducteurs de taxi-moto ont afflué sur les lieux pour tenter de récupérer du carburant qui s'échappait de la citerne, tout comme des habitants de la commune où le drame s'est produit. Puis, l'essence s'est embrasée. Dès que l'accident s'est produit, la plupart des gens ont commencé à courir vers l'endroit où se trouvait le camion-citerne et à voler le carburant. Soudain, le pétrolier a explosé avec de grosses flammes et j'étais à une certaine distance du pétrolier, mais j'ai quand même été affecté par la grande flamme du pétrolier. Nous demandons aux citoyens de s'assurer qu'ils restent aussi loin de cette zone pour éviter d'autres victimes civiles. La police a commencé des opérations spéciales. Ceux qui ont réussi à voler le combustible et le garder dans leur maison, nous leur demandons de bien vouloir le retirer de leur maison. Devant l'ampleur de la catastrophe, le président John Magufuli a décrété samedi soir un deuil de 3 jours. Aussi, le chef de l'État a-t-il chargé le Premier ministre de le représenter à l'enterrement des victimes de l'explosion. Les premières funérailles se sont déroulées dimanche en après-midi. Au Sénégal, cette fois, Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui vit en exil au Qatar, va occuper un poste clé du Parti démocratique sénégalais, PDS, dirigé par son père. D'après un communiqué du parti, il a été désigné secrétaire général adjoint du parti, chargé de l'organisation, de la modernisation et de l'élaboration des stratégies publiques. Karim Wade a été désigné secrétaire général adjoint du PDS chargé de l'organisation, de la modernisation et de l'élaboration des stratégies politiques du parti. L'information a été rendue publique en début de week-end par un communiqué signé de son secrétaire général national, Abdoulaye Wade. En procédant à une refonte de la direction du PDS, l'ex-président sénégalais, âgé de 93 ans, a promu son fils et ses proches, mais en a profité pour écarter des personnalités considérées comme dissidentes. C'est en particulier le cas du numéro 2 du PDS, Oumar Sarr, qui après la réélection du chef de l'État Macky Sall en février, avait accepté de participer à un dialogue national rejeté par Abdoulaye Wade. Oumar Sarr ne fait plus partie de la direction du parti, le poste de numéro 2 étant désormais occupé par Bara Gueye, considéré comme un très proche de Karim Wade. Karim Wade a toujours été proche de son père, dont il a été conseiller et ministre. Il avait été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme et à plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Après 3 ans de prison, dont 2 en préventive, il a bénéficié d'une grâce présidentielle et a été libéré le 24 juin 2016. Il vit depuis en exil au Qatar.
Des milliers de manifestants pro-démocratie défient la police. Ils se sont rassemblés dimanche à Hong Kong pour le deuxième week-end d'affilée. Reportage. La marche n'est pas autorisée par la police, mais les manifestants, eux, n'en ont que faire. Ils ont bravé une fois de plus l'interdiction en défilant dans les rues. La police a autorisé le rassemblement dans Victoria Park, mais pas la marche en direction de l'est de l'île de Hong Kong. Les autorités ont aussi interdit une deuxième manifestation qui a débuté également dimanche après-midi avec plusieurs milliers de participants dans le quartier ouvrier Sham Shui Po à Kowloon. Parallèlement, quelques centaines de contestataires poursuivaient un sit-in à l'aéroport international pour le troisième jour d'affilée. Ils espèrent rallier à leur cause les visiteurs étrangers qui débarquent à Hong Kong. La police anti-émeute de Hong Kong a arrêté une femme, déclenchant la colère de la foule. Cette femme ne portait aucun équipement pour manifester, ni casque, ni masque à gaz. Pendant ce temps, dans le quartier touristique Tsim Sha Tsui, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants pro-démocratie dont la marche n'avait pas été autorisée. Les manifestants ont quant à eux riposté. Né du rejet d'un projet de loi controversé de l'exécutif pro-Pékin qui voulait autoriser les extraditions vers la Chine, la mobilisation a depuis considérablement élargi ses revendications avec en ligne de mire le pouvoir central chinois. Les militants pro-démocratie demandent l'élection d'un successeur de Carrie Lam, la chef de l'exécutif, au suffrage universel direct et non sa désignation par Pékin comme c'est le cas actuellement. Ils exigent aussi une enquête sur les violences dont ils accusent la police et l'abandon pur et simple du projet de loi controversé. Au moins 100 morts et des centaines de milliers de personnes évacuées d'urgence. Le bilan des inondations provoquées par les pluies de mousson en Inde est lourd. Reportage. Dans l'état de Kerala, dans le sud de l'Inde, le gouvernement a ordonné à l'armée d'envoyer sur place des unités de secours et de ravitailler des villages par voie aérienne. Les pluies devraient s'accentuer les prochains jours. À Kerala, région touristique dont les plages et les complexes hôteliers sont très fréquentés par les étrangers, un porte-parole de la police locale a déclaré qu'au moins 48 personnes sont mortes depuis jeudi dans les inondations. Dans l'état voisin du Karnataka, au moins 24 personnes ont perdu la vie et 9 autres sont portées disparues. Ailleurs, au moins 27 personnes ont péri et plusieurs routes importantes ont été coupées. Au total, au moins 100 morts et quelques 120 000 personnes ont été évacuées d'urgence vers des camps de secours. Chaque année, les pluies de mousson sont attendues pour refaire le plein de réserves en eau, mais aussi coûtent la vie à des centaines de personnes. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Une très bonne semaine en compagnie du programme de SICA.